Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la notion de la violence. Nous allons réfléchir sur la notion de la violence. Qu'est-ce que la violence? Ce thème nous intéresse tous, la violence. En ce sens que la violence est partout dans le monde. La violence est en France, elle est en Amérique, elle est en Asie, elle est en Afrique. La violence est dans nos familles, dans nos services, dans la société. Cette violence, elle est partout. Et il est important pour nous d'apporter une réflexion approfondie sur cette notion. Et donc, cette rubrique, la philosophie chez nous, s'adresse à tous, à tout le monde où nous nous trouvons. Parce qu'il s'agit de réfléchir sur ce qui nous concerne, ce qui concerne la société, ce qui concerne notre liberté même. Et l'intérêt, surtout la protection, l'intérêt des biens publics comme des biens personnels, privés. Donc, personne ne peut se soustraire à cette notion de violence. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi la violence? Et quelle est l'origine de cette violence? Alors, la question, c'est de savoir aussi, est-ce que la violence qui est une énergie, qui est une force, est-ce que cette force est une force faible? C'est lui qui utilise la violence ou qui pratique la violence, est-il toujours en position de force ou en position de faiblesse? Voilà la bonne question philosophique. C'est en ce sens que la psychologie nous intéresse. Parce que cette discipline nous permet de connaître réellement les sentiments de celui qui agresse, les idées de celui qui agresse, les comportements de la personne qui agresse. Celui qui agresse a ses raisons d'agresser. La violence, de façon globale, relève d'un processus. C'est un processus, la violence. C'est un processus psychologique. Parfois très complexe. Ce processus est très complexe. C'est pourquoi on dit souvent que cette violence varie d'un individu à un autre. Chacun a sa propre violence et a sa manière de manifester cette violence. Donc, la violence en nous, ce qui nous pousse à réagir ou à violenter, peut être lié à notre vécu personnel. Comment nous avons vécu en famille? Est-ce que nous avons été maltraités? Est-ce que nous avons subi des traumatismes? Comment nous avons été éduqués? Ça fait partie aussi de l'éducation. Ça peut être aussi lié à l'éducation, bien sûr. Je ne crois pas que les parents puissent donner une mauvaise éducation à les enfants.
Mais la matrescence fait partie aussi d'une forme d'éducation matérialisée qui imprime l'esprit de l'enfant maltraité ou de l'individu maltraité. Il est aussi, cette violence peut aussi être liée à notre environnement. Comme disait le sociologue Pierre Bourdieu, que nous sommes parfois la ressemblance de notre société. En d'autres termes, l'environnement dans lequel nous vivons peut nous façonner, peut nous modifier et créer en nous une forme de frustration intériorisée qui va plus tard, dans les jours à venir, prendre forme de violence. Donc, la violence varie selon notre environnement, selon notre éducation, selon notre passé, notre vécu. Tout cela façonne l'individu et crée une action refoulée dans l'inconscient qui reviendra un jour à la surface. Nous allons le voir avec Freud. Dans sa deuxième topique qui nous donne plus de précision sur le fonctionnement peut-être d'une violence en nous. Et donc la psychologie, par exemple, nous permet effectivement de nous intéresser, d'étudier le comportement du violent, les idées. Donc la psychologie n'est rien d'autre que la connaissance empirique ou intuitive des sentiments, des idées, des comportements de l'individu. Et donc cette connaissance empirique, elle nous amène aussi à réfléchir sur la manière de penser, de sentir, de réfléchir. Et donc, quand vous voyez un individu, on ne peut le connaître. On ne peut le connaître que par sa manière d'agir, son comportement, par ses idées, les idées qui le motivent à agir ou ne pas agir. Tout cela fait partie de l'étude du comportement de l'individu. Et donc, la violence est d'abord une forme, nous allons le voir un peu plus loin, de souffrance intérieure et qui cherche à se matérialiser par l'action physique. Nous allons le voir progressivement. Donc là, ça nous intéresse de savoir réellement, avoir une idée déjà de la violence. Alors, cherchons à voir le mot lui-même dans sa signification étymologique. Donc, étymologiquement parlant, la violence est liée à ce qu'on appelle la force, qui est vis, V-I-S, et systématiquement, cette force est liée au viol qui est V-I-O-L. Donc, nous avons le vice lié au viol qui nous donne, n'est-ce pas, l'expression faire violence. Faire violence. Vous voyez? Donc, il y a un mouvement d'un point A à un point B. Faire violence, c'est violer l'intimité de l'autre. C'est violer la vie intime, privée de l'individu. C'est violer le domaine privé de l'individu. Viol, violer, agresser, attaquer. L'homme est une entité précieuse. Et donc, quand vous agressez un homme, vous agressez l'individu. Nous allons le voir un peu plus loin. Voilà le sens de la violence, violenter, l'agression. Donc, ce n'est rien d'autre que soumettre la volonté de l'autre à moi, ma volonté,
parce que je me mets dans une position de prédateur, de puissance. Donc, je fais quoi? J'essaie de dominer l'autre. Je veux l'amener à se soumettre à moi. Voilà le sens de la violence qui est en nous. Donc, lorsque je vais vers l'autre dans le but de l'agresser, je vais avec une certaine force de domination pour le soumettre à moi. Je suis le plus fort. Et donc, vous devez vous soumettre à moi. Donc, j'ai cette possibilité de vous mater, de vous enfermer. Vous voyez un peu l'esprit de la... C'est une forme de violence. Donc, la violence, elle est un peu protéiforme. Protéiforme, ça veut dire elle a plusieurs sens et plusieurs formes, autant pour moi. Protéiforme, c'est qu'elle a... cette violence, elle a plusieurs formes. Elle peut être quoi? Physique, lorsqu'on tape, on agresse, on découpe. Lorsque elle est aussi verbale, verbalement, on peut agresser un individu. Voici une autre forme aussi de violence. Et il y a aussi la violence morale. Et il y a plusieurs formes de violence qu'on peut enregistrer. Vous voyez? Donc, étymologiquement parlant, la violence, c'est faire violence. C'est violer la vie de l'autre. Est-ce bon de violer la vie de l'autre? Est-ce bon de violer la vie privée de l'individu? Voilà la question que se posent aussi les philosophes qui ont pensé. Les philosophes sont appelés souvent des penseurs, ceux qui pensent, qui réfléchissent, qui pensent sur une situation donnée. On va le voir, c'est un peu plus loin. Tous rejettent l'idée de la violence, refutent l'idée de la violence parce qu'elle est contraire à la conscience. C'est en ce sens qu'on peut aussi se poser la question, une conscience, sinon une conscience, peut-elle être violente? Une conscience peut-elle être violente? Ça, c'est une autre question qui peut nous intéresser. C'est dans ce sens que l'Organisation mondiale de la santé nous dit, l'OMS nous donne une définition, et ça nous intéresse. Écoutez ce que dit l'OMS sur la violence. Dans son rapport mondial sur la violence et la santé, vous voyez le lien que l'OMS établit entre la violence et la santé. Donc, dans son rapport mondial sur la violence et la santé, Genève 2020, l'OMS souligne que la violence consiste en l'usage, c'est un usage, l'usage délibéré, c'est-à-dire personnel, l'usage délibéré ou la menace d'usage délibéré de la force physique ou de la puissance contre soi-même, contre une autre personne ou contre un groupe ou une communauté qui entraîne ce que cette force physique peut entraîner, je continue, qui entraîne ou risque fort d'entraîner un traumatisme, un décès, un dommage moral, un mal développement ou une carence. Voilà ce que peut provoquer une violence, un traumatisme, un décès, un dommage moral, un mal développement ou une carence. Les résultats sont clairs et nets. Et ça, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui nous donne cette définition de la violence. Voilà ce que peut produire une violence. Alors, défini ici, devons-nous rester indifférents à la souffrance de ceux qui subissent des crimes, des viols, des violences dans le monde? Ne sommes-nous pas nous-mêmes complices de ces crimes, de ces viols ignobles?
Voilà la question. Nous avons conscience, et notre conscience nous dit que la violence est condamnable. Mais pourquoi restons-nous indifférents à la violence dans le monde et partout dans les différents pays en feu et en sang? C'est en ce sens que Pascal et Aristote nous intéressent. Pascal et Aristote nous parlent de l'homme, de l'utilité de l'homme, de la grandeur de l'homme. Pascal nous dit que c'est un roseau, mais pensons. L'homme ne se réduit pas seulement à ce qu'il est, mais l'homme est un être pensant. Or, l'homme n'est pas un objet artificiel, n'est pas un objet qu'on peut déplacer dans un salon, qu'on peut retrouver, jouer et jeter. La grandeur de l'homme, c'est la spiritualité qui en est l'homme. C'est le côté naturel de l'homme. L'homme est un être naturel, pas un objet simplement artificiel. Donc l'homme est sacré. L'homme n'est pas un jouet qu'on peut jouer, décapiter, faire ce qu'on veut. Mais l'homme, c'est un être précieux qui se diffère. C'est pourquoi Aristote parle de un être pensant, différent de l'animal. Même les animaux doivent être respectés. À plus forte raison, un homme qui pense, qui est comment, qui a une réflexion, qui fait sa grandeur, sa puissance. On ne peut violenter, détruire un homme pour le détruire par plaisir, pour ses intérêts personnels. L'homme se respecte et l'humanité entière doit comprendre cela. L'importance de l'homme dans la société, l'importance de vivre ensemble, l'utilité de la puissance. La puissance, l'intérêt qu'on peut accorder à un être humain. En l'homme, il y a une vie, l'âme, il y a un esprit qui a la capacité d'apprendre et tout faire, et il y a le corps. Vous voyez, l'homme est un être complexe. Et personne ne peut créer un homme. Et on ne peut pas détruire ce qu'on ne peut pas créer. On peut détruire un vélo, on peut détruire un objet artificiel, mais on peut le racheter. Mais l'homme, on ne peut pas le racheter. Il est détruit, il est détruit. Voilà ce qu'il faut comprendre lorsqu'on veut violenter, lorsqu'on veut détruire un individu. On ne détruit pas ce qu'on ne peut pas construire ou ce qu'on ne peut pas acheter. Donc il y a une moralité philosophique sur l'homme, et c'est ce qu'ils disent ces philosophes. Aristote nous dit également que c'est un homme politique. C'est un animal, mais un animal politique. L'homme est un animal, mais un animal politique. Le côté politique de l'animal ou de l'homme n'est rien d'autre qu'un être qui peut, un homme aussi qui peut vivre en société. Mais vivre en société, c'est de vivre entre nous frères. C'est la conscience qui nous amène à vivre ensemble parce que cette conscience nous démarque de l'animal. Mais pourquoi ne pas vivre en société que de se détruire? Voilà la portée philosophique de ces penseurs. Des gens qui ont pris le temps de penser sur l'utilité de l'homme, le rôle de l'homme dans la société. Et cela nous interpelle dans notre comportement, dans notre manière de faire. Et nous ne devons pas rester indifférents, silencieux, sur des crimes odieux, ignobles partout dans le monde, en France, en Amérique, en Asie, comme en Afrique. Le vivre ensemble est une nécessité qui s'impose à chaque être pensant, comme disait Pascal. Et la société dont nous parle Aristote est simplement aussi le vivre ensemble. Même si l'homme a aussi ses faiblesses. Que nous dit
Freud. Freud peut nous aider à comprendre le mécanisme de la violence en l'homme. Pourquoi l'homme est aussi violent? D'où vient cette violence en l'homme? Et en Freud, nous pouvons saisir quelque chose. Freud peut nous aider à cerner un peu le mécanisme de cette violence en l'homme. Alors, que nous dit Freud dans son ouvrage « Pourquoi la guerre ?» Et cet ouvrage a été écrit avec Einstein, Freud et Einstein. Et ce livre a été inspiré d'une guerre au moment où l'Europe basculait dans l'obscurantisme, dans la violence. Et donc Freud et Einstein ont été inspirés, proposés pour penser sur la violence et la guerre à l'époque. Et Freud nous dit que, quelle que soit la nature de l'acte de violence, quelle que soit la nature de l'acte de violence, il est le fait d'une passion. La violence est le fait d'une passion. Mais qu'est-ce que la passion? Qu'est-ce que la passion? La violence, comme disait Freud, est le fruit d'une passion. C'est l'acte de violence lui-même qui est l'effet d'une passion. Mais qu'est-ce que la passion? La passion est un objet produisant un déséquilibre. Selon Freud, la passion est un objet produisant un déséquilibre psychologique. La passion, nous sommes passionnés par quelque chose, animés par une violence. Ce n'est rien d'autre que cette passion, ce qui est en nous, n'est-ce pas, est un objet produisant un déséquilibre psychologique. Ça devient sérieux. S'il faut être passionné par quelque chose qui va produire un déséquilibre en nous, alors nous devons faire attention dans ces passions. Mais ce n'est rien d'autre que cette passion, dans une analyse plus poussée, psychologiquement parlant, n'est rien d'autre que les pulsions, la manifestation des pulsions, des désirs, des fantasmes en nous qui veulent se réaliser. Et donc, on comprend mieux la passion ici qui n'est rien d'autre que la manifestation des produits, des pulsions. Donc, on comprend mieux avec Freud lorsqu'il parle dans sa deuxième topique du ça, du moi et du suis-moi. Dans le ça qui est le siège de nos pulsions, de nos fantasmes, de nos désirs qui veulent, qui tendent à se réaliser. C'est en nous, ça c'est une hypothèse de recherche, discutable ou pas. On ne fait que relater la démarche, n'est-ce pas, psychologique de Freud pour décrire l'appareil psychique de l'individu. Donc, en l'homme, il y a le ça, il y a le moi, il y a le suis-moi. Donc, le ça, c'est le siège de nos pulsions, de nos fantasmes, de tout ce qui est pulsion qui tend à se réaliser. Mais, sur le chemin, il y a le suis-moi, qui sont rien d'autre que les interdits parentaux de société, qui nous empêchent, qui empêchent le ça, les désirs, les pulsions de se réaliser. Et tout est tranché par le moi, le je, qui, en d'autres formes, fait stop aux pulsions, aux désirs. Heureusement qu'il y a un moi pour censurer des pulsions, des fantasmes en nous. Alors tout cela crée quoi? Un conflit en l'homme.
Quand il parle des névrosés, que nous sommes tous des névrosés, c'est le produit du contraste, du mouvement des pulsions et même de l'opposition du moi qui veut censurer tout ça, qui crée un conflit en l'homme. Voyez un peu le déséquilibre de l'homme, selon Freud. Le conflit de l'homme, selon Freud. Alors, une analyse plus poussée du comportement de l'analyse de Freud. Donc, en l'homme, on peut déduire qu'il y a deux formes de violence. Il y a la violence interne, conflictuelle, animée par les pulsions opposées par le moi, qui fait souffrir l'homme, agir ou ne pas agir, et l'homme est dans ce perpétuel mouvement, agir ou ne pas agir, et tout est refoulé dans l'inconscient, agir ou ne pas agir. Donc, la première violence en l'homme est la violence interne. Mais ce mouvement refoulé, ce conflit perpétuel, crée une forme aussi de souffrance en l'homme qui n'arrive pas réellement à satisfaire ses désirs, à réaliser ses désirs. Alors, il y a aussi une forme de frustration et qui peut aussi, mal contrôlée, mal gérée, qui peut aboutir à une forme de souffrance. Et donc, la deuxième souffrance n'est rien d'autre qui est la souffrance extérieure, qui n'est rien d'autre aussi que la souffrance physique va vouloir se matérialiser. Autrement dit, la souffrance interne en l'homme, qui est la souffrance pulsionnelle et tout, se matérialise par une autre forme de souffrance physique. Donc, la violence physique n'est rien d'autre que l'extériorisation de la souffrance interne. Donc, un homme violent, physiquement, verbalement, peu importe, est un homme en souffrance. Et la violence n'est rien d'autre que la matérialisation de sa souffrance interne. Donc, celui qui est violent est quelqu'un qui souffre intérieurement et qui manifeste sa souffrance par le physique, par l'agression. Comprenez un peu la démarche. Voilà comment on peut s'y construire un homme violent. Donc, si vos actions sont toujours animées par la violence, interrogez vous-même. Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Parce qu'un homme normal est censé contrôler ses pulsions, contrôler son mouvement, contrôler ses actions. Il ne peut pas être dans une agression ou dans une violence perpétuelle. Cette personne a besoin d'aide. Il y a un déséquilibre mental interne. Cette personne a besoin d'aide. On peut l'accompagner, on peut l'assister. La violence n'est pas la solution parce qu'elle sera toujours présente. Tant que nous n'avons pas pris notre propre responsabilité de chercher l'agent pathogène de la violence. La violence, comme je le disais au début, peut être liée à un fait de société. C'est un processus sociétal qui prend forme, qui s'imprime dans la psychologie et qui amène l'homme à agir. Donc la violence est aussi liée à notre société. Le fait est d'abord sociétal, ensuite il se transforme dans la psychologie et il se transforme en agression physique, verbale ou peu importe la forme de violence. Peu importe la forme de la violence conduit toujours à nuire l'autre, à détruire l'autre, à faire du mal à l'autre. C'est complexe, cela. Voilà comment il faut cerner cette histoire. Alors, quelque part, on s'intéresse, on se pose plusieurs questions sur l'homme en tant qu'homme. Et si la violence est un acte pulsionnel, des pulsions, un acte pulsionnel, alors que le mot pulsion est la traduction française du terme allemand Trieb, adopté à la place du mot instinct.
Peut-on dire que la violence est égale à l'instinct? Or, nous avons vu dans notre vidéo précédente que l'instinct n'est rien d'autre que la conscience immédiate, qui n'est rien d'autre que l'instinct, la conscience animale. La conscience immédiate, ça veut dire la conscience mécanique spontanée, qui n'est rien d'autre que la conscience, en guillemets, animale, instinctive. Alors, un homme violent est-il égal, ou raisonne-t-il, ou agit-il comme un animal? Ce sont des questions que des philosophes se posent. Ils font des liens, ils pensent, ils réfléchissent et ils proposent. Ce qui est privilégié par tous ces penseurs, ces philosophes, c'est la conscience. Et cette rubrique nous intéresse tous dans le monde. Pas seulement à une communauté particulière ou à un pays particulier, mais à tous. Analysons le comportement du violent, de celui qui utilise tous les moyens possibles pour atteindre un objectif. C'est un homme en souffrance. Oui. Nous allons le voir un peu plus loin. C'est un homme en souffrance. C'est pas moi qui le dis. C'est décrit par des philosophes et des psychologues. Alors, la violence n'est-elle pas un danger dans ce cas-là? La violence n'est-elle pas un danger pour la liberté de l'homme et pour la paix dans un pays? Est-ce que la violence elle-même n'est pas un danger pour notre propre liberté et pour la paix dans un pays? Dans ce cas, la violence est-elle une force ou une faiblesse? Ou une force faible? Que disent les philosophes à ce sujet? Que disent les philosophes? La plupart des penseurs, des philosophes comme Sartre, Alain, Kant, Emmanuel Kant et bien d'autres rejettent la violence au nom du respect des individus. Ces penseurs ne rejettent pas la violence pour la rejeter. Juste un plaisir de dire non, qu'elle est mauvaise, mais au nom du respect des individus. Cela est bon à comprendre. Ces philosophes, Sartre et bien d'autres, Emmanuel Kant, Platon, etc., tout ce que nous allons voir peut-être par la suite, rejettent la violence, non pour un intérêt personnel, mais au nom du respect des individus. Donc l'homme est précieux, je le disais tantôt. L'homme n'est pas un objet artificiel. L'homme ne s'achète pas. L'homme est naturel. Et ce qui est naturel ne doit pas être détruit par un homme. On ne peut pas détruire ce qu'on ne peut pas acheter, ce qu'on ne peut pas créer. Parce que l'homme est un être naturel. Donc un être précieux, spirituel. En l'homme, il y a la spiritualité qui demande respect. Quels que soient nos intérêts particuliers, quels que soient nos projets, quelles que soient nos ambitions, comme le disent ces philosophes, au nom des individus, au nom du respect des individus, l'homme, sinon la violence, doit être rejetée. Tous pensent que la violence est une force faible. Tous pensent que la violence est une force très faible. Parce qu'elle n'amène à rien du tout. Elle ne construit rien du tout. Elle ne fait que détruire.
elle ne fait que créer le désespoir, l'amertume. Nous allons le voir. Pour Sartre, Jean-Paul Sartre, philosophe, la violence n'est pas un moyen parmi d'autres d'atteindre la fin. Par la violence, ce n'est pas un moyen pour atteindre la fin, la violence. Mais le choix délibéré d'atteindre la fin par n'importe quel moyen. Vous voyez? La violence n'est pas une solution pour atteindre un objectif. Mais c'est une solution pour atteindre cet objectif par n'importe quel moyen, par toutes les solutions, par tous les moyens possibles. Tous les moyens possibles. Ce n'est pas une solution. C'est ce que dit Jean-Paul Sartre, le philosophe. La violence n'est pas un moyen, une solution pour atteindre un objectif. Quand on a un objectif à atteindre, on n'a pas besoin d'utiliser la violence pour y atteindre. N'est-ce pas? Pour atteindre cet objectif. Mais c'est un moyen pour atteindre cet objectif par n'importe quel moyen. C'est tellement simple. Je ne fais que commenter ce que dit l'homme, le philosophe. Vous voyez? Que nous dit Machiavel sur la violence? Il dit, la violence, qu'est-ce qu'il dit? Un acte de justice et de douceur a souvent plus de pouvoir. Il dit bien, je reprends, un acte de justice et de douceur a souvent plus de pouvoir sur le cœur de l'homme, des hommes, que la violence et la barbarie. Un acte de justice et de douceur a souvent plus de pouvoir sur le cœur des hommes que la violence et la barbarie. Donc, en d'autres termes, la violence et la barbarie ne peuvent pas apaiser les cœurs, ne peuvent pas solutionner le problème des hommes. C'est simple. Alors, Gandhi, connu pour sa non-violence, nous dit « je m'oppose à la violence ». Je m'oppose. C'est un thème sur lequel on pourra revenir un jour et qui peut faire l'objet encore d'une autre analyse, n'est-ce pas? Une analyse approfondie. Donc, Gandhi dit « je m'oppose à la violence parce que lorsqu'elle semble produire le bien qui en résulte n'est que transitoire, tandis que le mal produit est permanent. » Le bien, comme disait Gandhi, que la violence produit est transitoire, c'est passager. Ce bien ne dure pas, il est passager. Oui. Je survole compte tenu du temps. Et Weber, qui a aussi sa forme de sa conception de la violence. Alors, il y a des auteurs ici qui nous intéressent beaucoup. Dalai Lama. Dalai Lama nous dit que l'histoire nous montre que la violence engendre et résout rarement les problèmes. Dalai Lama. L'histoire nous montre que la violence engendre et résout rarement les problèmes. On ne peut résoudre un problème par la violence. Non. En revanche, crée d'insondables souffrances. Pour Dalai Lama, la violence ne peut pas résoudre un problème, mais crée d'innombrables souffrances. On voit aussi que même lorsqu'elle paraît sage et logique pour mettre fin à des conflits, on ne peut jamais savoir si au lieu d'éteindre un feu, on n'est pas en train d'allumer un brasier. C'est ça ce qu'il dit. Je reprends pour vous. L'histoire nous montre que la violence engendre et résout rarement les problèmes. En revanche, cette violence, elle crée d'innombrables souffrances. On voit aussi que même lorsque cette violence paraît sage et logique pour mettre fin à des conflits, on ne peut jamais savoir si, au lieu d'éteindre un feu, on n'est pas en train d'allumer un brasier. Peut-on résoudre un problème par la violence?
la violence était réellement une force pour résoudre un problème politique, sociétal, économique, etc. A-t-on besoin d'une violence pour résoudre un problème? Que nous dit Platon? N'use pas de violence dans l'éducation des enfants, mais fais en sorte qu'ils s'instruisent en jouant. Tu pourras par là mieux discerner les dispositions naturelles de chacun. Mais pour résoudre un problème d'un pays, vaut mieux aller de façon intelligente pour discerner ou identifier ou diagnostiquer les maux de la société et apporter des solutions, mais pas par la violence, comme si on enseignait à un enfant. On ne peut enseigner un enfant par la violence. On a besoin de maîtriser de soi-même afin de mieux véhiculer le message donné à l'enfant. Je termine par la citation de peut-être Martin Luther King et Jean-Paul II. Martin Luther King nous dit: la non-violence est une arme puissante et juste qui tranche sans blesser et en oblige l'homme qui la manie. Et je termine plutôt avec Jean-Paul II. La violence nourrit les guerres et affame les peuples. La violence nourrit les guerres et affame les peuples. La violence affame les peuples. Voilà. Détruit, démoli, violenté. Pour mettre le peuple en souffrance. Pour affamer le peuple. La guerre détruit. Il est bon quand même de terminer en beauté avec la violence légitime. Oui, il y a violence et il y a violence. Il y a des violences, par exemple, qui permettent de sécuriser la société. Il y a des violences qui permettent de gérer la cité. Vous savez, dans une société, il y a plusieurs consciences. Et chaque conscience est libre. L'homme est un être libre de nature. Et beaucoup se contrôlent très peu. Donc, il faut une forme de violence qui n'est rien d'autre que la violence étatique pour gérer, pour contrôler. Et non pas pour agir inconsciemment ou pour des intérêts quelconques. La violence légitime, c'est elle qui va permettre à chacun de nous, aux citoyens, de vivre en équilibre, sans nuire à l'autre. C'est le rôle de la police, c'est le rôle de l'armée, c'est le rôle aussi de la etc., etc. Et non pas pour brimer le peuple, et non pas pour tuer le peuple. Voyez un peu. Donc, Weber, dans ce sens, chez Weber, par exemple, la violence est nécessaire à l'exercice de l'autorité de l'État. La violence, elle est nécessaire dans ce cas à l'exercice de l'autorité de l'État. L'État a été choisi comme une conscience pour gérer toutes les consciences. Donc l'État peut utiliser cette violence-là pour maîtriser la paix dans la société. Mais cette violence que l'État ne doit pas être un prétexte pour massacrer le peuple, pour tuer le peuple, pour détruire le peuple. Non. Mais dans l'intérêt de tous, pour protéger les différentes libertés. Vous voyez, de circulation, même d'expression. Voilà le rôle de l'État, dit Weber. Pour le prince Machiavel, la violence peut se justifier si l'objet de la violence est la paix. Cette violence, comme disait Machiavel, peut se justifier si l'objectif de cette violence est pour la paix. Et non de faire autre chose avec cette force que a l'État. Cette violence, elle est justifiée. Si l'objectif de la violence est la paix. Chez Marx,
La violence permet d'accoucher d'une société libre, de renverser les rapports de classe. Mais une société qui est en souffrance, qui est brimée, avec un taux de chômage élevé, qui vit dans des épreuves, dans des difficultés, dans la souffrance, mais cette violence du peuple est légitime en ce sens que elle revendique sa liberté, son autonomie, avec un objectif bien précis, changer les données politiques pour une liberté réelle dans la société. Voilà ce que nous dit Karl Marx. Donc il y a des violences utiles, nécessaires, de changer la vie des individus qui souffrent, de changer la vie des peuples qui sont opprimés. C'est pourquoi, chez Hegel, la lutte des consciences permet à l'individu de se poser en tant que tel. La lutte des consciences, nous avons tous une conscience. Et un peuple dont la conscience est soumise à une domination des prédateurs de la haute finance, ce peuple-là peut se soulever. Ce peuple peut revendiquer ses droits. C'est légitime. Mais toujours en passant par le dialogue et non pas par la violence. Il y a violence lorsqu'il y a un refus de dialoguer. Et très souvent, le peuple a toujours raison. Très souvent, le peuple a toujours raison. C'est le peuple qui choisit et c'est le peuple qui peut rejeter lorsque son intérêt est menacé. Donc ce n'est pas une violence pour faire une violence, mais une violence pour revendiquer, pour s'affirmer, pour affirmer sa liberté. Parce que la liberté reste aussi une affaire personnelle et d'esprit. L'homme est un être libre, il est né libre. Il doit être libre de s'affirmer dans tous les domaines. Voici en un mot ce que nous pouvons retenir de cette rubrique philosophie chez nous. Et cette philosophie, elle est en nous. La conscience, la liberté, l'amour sont des choses qui doivent nous animer, qui doivent nous habiter. Que cette intervention puisse nous servir, nous aider à opter pour la paix, le dialogue. La violence n'est pas la solution à tout. Mais par moments, nous pouvons aussi nous interroger sur l'attitude, le comportement de l'homme violent. C'est à l'homme violent de comprendre que la violence n'est pas une solution. Mais c'est une force, mais elle est faible. On ne peut résoudre tout par une violence. Merci pour cette attention particulière. À bientôt. Voilà, voilà, voilà.